Boa tarde, senhoras e senhores. Retomando as atividades da parte da tarde, gostaríamos de convidar o senhor Marc Couturier, do Laboratoire du Centre de Recherche et Restauration des Musées de France, le Louvre, Paris. Merci. Alors, en fait, nous allons commencer l'après-midi par une petite série d'exposés qui portent tous sur des travaux faits en France sur des objets ou des objets du patrimoine. Vous assisterez donc à une espèce d'échange entre moi-même, Evelyne Darkseriti et Eric Felder, qui sont devant moi et avec lesquels nous avons eu l'occasion de collaborer sur un certain nombre de problèmes dont je vous parlerai. Mais l'après-midi va commencer par ce qui était prévu au programme, c'est-à-dire un premier exposé sur les réseaux de conservation ou d'études du patrimoine en Europe. Zéro. Alors, donc, on m'a demandé de préparer un court exposé portant sur les réseaux européens de préservation du patrimoine, d'études en fait, et de préservation du patrimoine. Alors, j'ai fait ceci un peu rapidement. En histoire récente des relations européennes en ce qui concerne la préservation du patrimoine, on peut citer, je vais pas remonter trop loin, si je remonte environ à l'an 2000, on peut d'abord citer la formation d'une espèce de réseau sans beaucoup d'argent, simplement de l'argent qui servait à rassembler les gens et à leur permettre de se rencontrer, mais une espèce de réseau qui a servi un peu à faire l'inventaire des différents organismes en Europe, dans l'Europe, dans l'Union européenne, de ces organismes qui s'intéressent à l'étude scientifique des objets du patrimoine. Alors, il peut y avoir des laboratoires universitaires, des musées, des laboratoires de musées, etc. D'ailleurs, vous voyez, le nombre de participants de ce réseau était très élevé. 84 laboratoires. Voilà. Alors, et ceci, c'était principalement pour préparer, en somme, la collaboration. Alors, ensuite, à partir de 2004, a été mis en place un programme, un véritable programme européen, qui porte le nom de EURTech, Access Research and Technology for the Conservation of the European Cultural Heritage, faisant partie des programmes européens et financé en tant que tel. Et alors cette fois-ci avec un nombre limité de participants, des gens qui étaient volontaires pour réellement travailler ensemble et mettre à la disposition des autres leurs outils de travail. C'est bien un échange d'outils de travail. Alors en particulier, j'en toucherai un mot après. Alors ce programme s'est achevé logiquement en 2009 et donc l'année dernière. Et depuis l'année dernière a été remis en place un nouveau programme qui s'appelle Charisma, alors pour Cultural Heritage Advanced Research Infrastructure, Synergy for the Multidisciplinary Approach of Conservation Restoration. Alors, le nombre de participants est un tout petit peu plus élevé que le précédent, il est de 21, et on verra les listes tout à l'heure. Et le but est un peu le même, c'est bien la mise en commun des facilités, des moyens d'études, et l'élaboration de programmes de travail. Voilà. Voilà. Alors, et le budget est typiquement un budget de type européen, c'est-à-dire j'ai mis budget important, ça veut dire que ce sont des sommes non négligeables et même importantes comparées au financement intrinsèque de chacun des laboratoires.
Ce sont des sommes, ça peut être des sommes importantes. Alors, bon, vous n'allez pas lire tout ça. Ça, c'était je crois que c'est les 84 participants du programme de départ, hein, du réseau, en somme, de départ, hein, du réseau LabStec de départ. Alors, vous voyez, il y a du monde d'un petit peu partout, de France, de Belgique, d'Italie, bien sûr, beaucoup, d'Angleterre, dans les pays qui sont riches en patrimoine culturel et artistique, hein. Donc vous avez, bon, les grands participants, bien sûr, sont l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et puis vous avez la Grèce, et oui, j'allais l'oublier, l'Espagne, bien sûr, et puis des gens qui participent avec un petit peu moins de moyens, hein, mais de moyens patrimoniaux, j'entends, hein. Voilà. Alors, ensuite, voilà, le programme UARTEC dont je vous ai parlé, hein, ce programme qui a duré de 2004 à 2009. Hein. Alors, voilà la liste des participants de ce programme UARTEC. Hein. Alors, vous voyez qu'on a l'Italie, la France, tout ça c'est... Alors, Italie à nouveau, Italie encore, l'Angleterre, encore l'Italie, hein, le fameux Opificio de Florence, hein, l'Allemagne, la Grèce, la Hollande, le Portugal, la Belgique, et vous n'y trouvez de façon curieuse pas l'Espagne. C'est assez bon, mais sans doute c'est un peu un manque de relation, voilà. Alors donc ce programme UARTEC, hein, je vous ai ici simplement recopier, hein, la définition du programme et ses buts, hein, son mode de fonctionnement, hein, avec un mode de fonctionnement avec 3 tâches principales, donc une mise en réseau, bien sûr, hein, l'accès, alors access, ça veut dire accès aux équipements des autres, un certain nombre d'équipements, hein, et puis des activités communes, hein, de recherche. Alors, voilà. Alors, dans les access, il y avait bien sûr l'accélérateur de particules du C2RMF, du Centre de recherche et de restauration des musées de France auquel j'appartiens, hein, dont j'ai parlé lundi un peu, hein, et qui consacrait 20% de son temps à des études à la disposition des autres partenaires du consortium, en somme, de ce consortium européen. Et ceci dit, ça n'était pas fermé aux membres en titre du consortium. Ça pouvait être disons, des membres associés, hein, qui pouvaient proposer des études intéressantes, et ça comptait dans les 20%. Hein. Donc voilà, ça c'est alors voilà. Et puis le deuxième moyen, c'est la deuxième série de moyens qui a été mis à la disposition des laboratoires, c'est ce que les gens ont appelé le MOLAB. Alors Access est évidemment basé à Paris, au Louvre, enfin chez nous, au Centre de recherche et de restauration des musées de France, à l'accélérateur de particules. Et le MOLAB, lui, il est toujours basé à Florence. Hein. Comment ? Oui. Il est basé. Et alors ça, cette fois-ci, c'est un laboratoire mobile. C'est-à-dire que les participants du programme demandent l'assistance de ce MOLAB, et le MOLAB se déplace jusque chez eux pour étudier des œuvres de musée qu'on ne peut pas déplacer, pour étudier, disons, faire des caractérisations sur des objets du patrimoine, sur place, in situ, hein, sur place, voilà. Donc, alors ça, donc voilà, ça. Alors bon, je vous ai mis quelques données sur le. Alors ça s'appelait des transnational access. Hein. Bon, voilà, c'est un fameux accès. Hein. Je vous ai mis quelques statistiques, hein, en exemple, hein, par exemple, sur l'année 2005-2006, vous voyez le nombre de projets, 7 à 8, 62 jours d'accès, etc. Hein. La liste des projets, hein, avec des projets qui sont donc justifiés et qui sont sélectionnés, bien sûr, par un comité scientifique, hein, qui va sélectionner les projets qui seront acceptés dans ce Transnational Access. Hein. Voilà, quelques statistiques sur l'évolution de ces projets. Hein. Voilà.
Alors, voilà, bon, j'avais pris un exemple qui est celui des lustres, des majoliques italiennes. Comme nous allons parler des lustres tout à l'heure, je ne vais pas parler des majoliques italiennes, mais et on avait inclus évidemment dans ce projet un travail sur les majoliques italiennes lustrées et avec des partenaires qui c'était du CNR italien, du Centre national de recherche italien. Et cette fois-ci, c'était une vraie collaboration. Mais le projet était bien inclus dans les programmes de URTech, ce qui permettait de payer à la fois le voyage du chercheur ou de la chercheuse. En l'occurrence, c'est une chercheuse qui s'appelle Giuseppina Padelletti, qui est en fait une chercheuse de physique, une physicienne du CNR italien, mais qui connaît bien, en particulier, les céramiques lustrées de Gubbio. Et puis, vous voyez, on a aussi un collaborateur espagnol venant de Séville. Voilà. Alors, bon, je vais passer. Voilà. Donc, le MOLAB, même chose. Donc, on a dit qu'il était basé en Italie. Et il va donc... voilà, il s'est déplacé sur un certain nombre de zones pendant le déroulement du programme URTech. Voilà. Alors, bon, voilà, ça c'est la liste d'équipements qui étaient transportés avec le MOLAB. Donc, voilà. Et une liste des différents partenaires qui ont été visités par ce laboratoire mobile. Alors maintenant, je vous ai dit, bon, URTech est mort, il est remplacé par Charisma qui a démarré au mois d'octobre de l'année de 2009, et qui est un peu basé quand même sur le même principe. Alors simplement, 11 pays, des networking activities, du réseau, de la mise en réseau, des accès. Alors des accès, on va voir que les accès sont beaucoup plus étendus que les 2 accès dont je vous ai parlé pour URTech. Alors, oui, bon, ça je laisse. Alors ici, vous avez la liste des partenaires, ici, de ces... Alors vous trouvez encore, là aussi, bien entendu, beaucoup d'Italiens, pas mal de Français et des Anglais, etc. Voilà. Et ceci, c'est les institutions. Les institutions qui sont partie prenante donc dans le charisme en question. Voilà. Alors, ça, c'est les objectifs, mais on retrouve toujours un peu ces mêmes objectifs, qui est d'échange de connaissances, échange d'archives éventuellement, etc. On verra. Voilà. Donc, et mise en commun d'un certain nombre de résultats et même d'études possibles entre les différents laboratoires, et surtout mise en commun des plateformes, de plateformes expérimentales permettant d'améliorer les mesures. Voilà. Alors, bon, je pèse. Ça, c'est le networking. Je vais plutôt insister sur le Transnational Access parce que cette fois-ci, il est beaucoup plus important. Le Transnational Access, alors vous voyez, il est divisé en 3 sections, ArcLab, MoLab, FixLab. Alors, ArcLab, c'est le laboratoire d'archives. C'est la mise en commun des archives des laboratoires. Alors, vous voyez, ça veut dire qu'un participant peut, s'il étudie un problème et qu'il sait qu'un autre participant a fait des études sur cette question, il peut demander l'accès aux archives de ce partenaire et même le visiter pour consulter les archives, autrement dit les archives de résultats, les archives, les données scientifiques, et consulter les archives, et même l'autre laboratoire doit lui mettre à sa disposition un chercheur qui va lui permettre d'accéder correctement aux archives et faciliter son accès aux archives. Voilà. Alors là, vous voyez qu'il y a, donc ça c'est les archives, c'est les différents laboratoires qui sont d'accord pour mettre leurs archives en commun. D'accord. Et celui qui est souligné, c'est celui qui sert de base, de base de distribution des demandes,
de base de répartition. Alors Molab, bon, bah, c'est le même que la fois précédente, sauf qu'il s'est enrichi. Maintenant, il y a une diffraction exportable et il y a une fluorescence exportable de meilleure qualité que celle qui était avant, etc. Hein. Et puis FixLab. Alors FixLab, c'est des grands instruments. Alors, on retrouve bien entendu l'accélérateur de particules du C2RMF, Aglaé, mais on trouve Soleil, qui est une source synchrotron, hein, qui est située en France, hein, sur le plateau de Saclay. On trouve Atomkey, qui est une source, alors si je me souviens bien, une source de neutrons, qui est située en Allemagne ou en Hongrie, je ne me souviens plus. Et BNC, je ne me souviens plus ce que c'est, peut-être qu'on va l'apprendre. ArcLab, donc voilà. Hein, voilà, ça c'est les partenaires d'ArcLab. Molab, alors Molab, bon, bah, on en a déjà parlé, mais ici vous allez trouver la diffraction exportable qui vient de chez nous, qui a été ajoutée au Molab. Et ensuite, ça c'est Molab. Ensuite, FixLab. Alors vous avez Soleil, donc, hein, le synchrotron, hein, de la lumière synchrotron de Soleil, ici. L'accélérateur de particules du C2RMF, ici. Hein. Le centre de neutrons de Budapest, voilà. C'est donc en Hongrie que ça se passe. Hein. Voilà. Et puis, Atomcas, je ne me souviens plus exactement ce que c'est. Voilà. Donc, ça, c'est... voilà. Et puis, une liste des joint research, hein, qui sont en train de se mettre en place donc, pour les prochaines années, puisque ce projet vient en fait de démarrer. Voilà. Hein. Alors, bon, les impacts, bon, tout ça, ça se présente comme un projet européen. Hein. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout ça, mais je peux vous fournir toutes les informations, ou nous pourrons vous fournir, depuis mon laboratoire, depuis le C2RMF, toutes les informations sur l'existence de ces réseaux, qui ont même, je crois, si j'ai bien compris, des invités non européens. Il y en a un là. Qui peuvent avoir des invités non européens pour utiliser les équipements mis à disposition. Hein. Voilà. Voilà. Donc, LabStec, URTech, Charisma, donc c'est le développement de la mise en réseau des laboratoires européens. Hein. Voilà. Je vous remercie. Et si vous avez une ou deux questions, je suis prêt à répondre. Et ensuite, nous passerons donc à une étude qui est faite, qui est assez caractéristique, qui montre bien la façon dont nous fonctionnons sur des objets du patrimoine, mais alors cette fois-ci sur des études un peu longue durée. Hein. Lundi, je vous ai plus montré des études qui étaient des études de cas, des réponses à des questions posées par les conservateurs. Cette fois-ci, une étude un peu plus longue durée et qui porte sur un sujet dont on a pensé qu'il pouvait peut-être vous intéresser ici, c'est celui de la dorure à la feuille. Nous nous intéressons avec le CEMEF de l'École des mines de Sophia Antipolis au problème de l'histoire de la dorure à la feuille. Et nous avons commencé un programme qui en est vraiment à son commencement, mais on pense qu'il serait intéressant de vous tenir au courant de ce que nous faisons avec nos moyens propres en France sur ces sujets et qui vous donnera un bon exemple de la façon dont nous fonctionnons sur le sujet. Et puis, derrière ça, je terminerai, si on a encore du temps, un peu, sur un exposé sur les fameuses céramiques lustrées que je vous ai fait passer très vite là tout à l'heure. Qui est alors c'est plus de la dorure, c'est de la fausse dorure, mais la belle fausse dorure, la très belle fausse dorure et très ancienne. Voilà. Alors sur les programmes européens, si je peux répondre à une ou deux questions et ensuite on va passer à la suite. Bon, c'est clair. De toute façon, j'ai dû vous mettre et puis c'est facile avec Google maintenant, le site des programmes, des deux programmes URTech. Le site de URTech n'est pas encore fermé. Hein, il est toujours. Donc vous y trouvez la liste des
vous allez trouver même les rapports d'expérience de ce qui a été fait pendant la période 2004-2009 à UARTech, et puis le site de Charisma qui est maintenant ouvert et qui donc montre quels sont les buts et quels sont les modes de fonctionnement et la liste des participants. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va tout de suite passer à l'étude de la dorure. Hein. Ça va commencer par un exposé que je vais faire moi. C'est bien ça, hein, c'est comme ça qu'on s'était entendu. Sur la façon dont on a commencé à aborder, voilà, les problèmes de dorure. Alors, évidemment, étant laboratoire de musée, n'oubliez pas, je fais partie d'un laboratoire de musée, c'est le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Nous avons donc accès au musée et l'avantage est que nous pouvons travailler sur des objets antiques. Autrement dit, nous pouvons essayer, parce que notre but c'est d'essayer de tracer un peu un panorama de l'évolution de la dorure à la feuille depuis la plus haute antiquité. Et on sait que la dorure à la feuille existe depuis la plus haute antiquité. Alors, vous voyez ici, j'ai laissé ça parce que ce qui est intéressant, vous voyez, c'est une étude en collaboration. Hein, c'est toujours une étude en collaboration. Hein. Bien sûr, il y a notre laboratoire, mais il y a Evelyne Darxeriti qui est ici et qui va vous parler un peu des contributions ultérieures, hein, au programme. Et bien sûr, la conservatrice de musée. Hein, parce que c'est elle qui nous fournit les objets. D'accord ? Alors, bon... Voilà. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire... Mais ce n'est pas à vous que j'apprendrai pourquoi il est intéressant d'étudier la dorure à la feuille. Mais pour expliquer aux Français, c'est intéressant parce qu'ils ne vont pas tous au musée et qu'ils n'ont pas tous vu ces magnifiques objets qu'on voit. Ils sont tous au Louvre, hein, ceux-là, sauf peut-être celui-là. Hein. Antiquité égyptienne, y compris ici, ça c'est Méroé, c'est le royaume égyptien, le royaume au sud de l'Égypte, mais qui s'est développé dans la période post-pharaonique. Et puis les antiquités romaines ici, un seul objet ici. Mais donc, quels sont, nous, les problèmes que nous nous posons à partir des objets, cette fois-ci, hein? Vous verrez qu'on va se poser des problèmes de mise en forme, mais il faut à chaque fois, quand on travaille avec les objets du patrimoine, c'est toujours un aller-retour. On va essayer de deviner quels sont les problèmes sur les objets eux-mêmes, sur les objets de musée, avec souvent la contrainte de ne pas avoir le droit de toucher aux objets, ni même de prélever. Hein, et en même temps, mettre ça en relation avec les données scientifiques qu'on peut tirer sur les méthodes modernes correspondantes ou sur les lectures qu'on peut faire dans la littérature. Donc voilà, donc c'est la composition bien sûr, hein, c'est l'épaisseur, c'est la texture cristallographique. Alors pourquoi la texture cristallographique ? Parce que si quelques-uns d'entre vous ont écouté les exposés de Richard Penel, ici, la texture cristallographique est peut-être un moyen de remonter au traitement thermomécanique, c'est-à-dire à la mise en forme de la feuille d'or. Hein. Alors, et puis, bon, l'adhésif. L'adhésif, qu'est-ce qu'il y a entre la feuille d'or et son substrat, hein. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, si on a le droit de travailler sur prélèvement, c'est-à-dire si on a le droit de prendre un morceau et de l'étudier par les procédés classiques d'un laboratoire de matériaux, hein, bien entendu, on va pouvoir faire, de la stratigraphie optique, ici, hein, de la microscopie électronique à balayage, des mesures de composition et d'épaisseur en utilisant l'accélérateur de particules parce que c'est finalement la meilleure méthode et la plus précise pour nous qui avons la chance d'avoir cet accélérateur à notre disposition, ici, hein. Et puis, un certain nombre de la diffraction, X, bien sûr, hein, pour étudier les textures, et d'autres procédés, bien entendu, qui nous permettent d'identifier. Si c'est sur les objets de musée transportables, c'est-à-dire un objet de musée qu'on peut apporter au laboratoire, d'accord ? Alors, cette fois-ci, on est condamné à utiliser l'accélérateur de particules.
pour obtenir une composition de la couche. Puisqu'on n'a pas le droit de prélever, il faut qu'on utilise l'accélérateur de particules pour avoir la composition. D'accord ? Et la microdiffraction. Alors, mais par contre, la microdiffraction X, si on a un équipement devant lequel on peut mettre un gros objet qui vient du musée, on va pouvoir l'utiliser. Bien sûr, c'est non destructif, ça concerne la surface, et il n'y a pas de problème. Et la microspectrométrie Raman, bien sûr. Voilà. Et si c'est... bon, je reviendrai sur cet aspect mesure de composition et mesure d'épaisseur à l'accélérateur, parce que la même chose, l'épaisseur. Alors, sur les objets de musée non transportables, alors cette fois-ci, le problème, c'est qu'on ne peut pas transporter l'accélérateur auprès des objets. Donc, cette fois-ci, il faut s'adresser à des méthodes de mesure transportables, elles-mêmes, mobiles. Et nous avons développé un certain nombre de méthodes de mesure mobiles maintenant qui nous permettent d'accéder, si possible. Ça commence tout juste chez nous. Voilà. Donc voilà un premier exemple. Alors ça, c'est des paillettes égyptiennes qui ont été trouvées dans une tombe d'éléphantine, des tombes de bélier qu'il y a à Éléphantine. Donc c'est environ la basse époque, c'est-à-dire la deuxième moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Voilà, on a eu la chance d'avoir un ou deux de ces petits objets chez nous, donc pas de problème. Voilà, paillettes égyptiennes, on les a analysées, c'est de l'or, mais c'est de l'or c'est de l'or assez pur, vous voyez, à 1% d'argent. Ok, bon. Et puis l'épaisseur. Alors ça, c'est le RBS. Je ne vais pas revenir sur l'utilisation de la rétrodiffusion Rutherford, la rétrodiffusion élastique Rutherford. Sachez simplement, pour ceux qui n'étaient pas là lundi, que c'est une méthode qui nous permet d'avoir un profil de composition en profondeur du matériau à partir de la surface et grâce à des particules énergétiques données par l'accélérateur de particules. Alors, ça n'est pas une méthode d'analyse en soi. L'analyse, c'est le PIX qui nous la donne. L'analyse, la PIX, c'est Particle Induced X-ray Emission. C'est une émission X sous particules. Ça fonctionne exactement comme un microscope à balayage, mais en beaucoup plus précis. Et puis, en plus, pour ce qui nous concerne, la possibilité d'analyser un objet de musée directement dans l'air, c'est-à-dire sans avoir besoin de le mettre sous vide. Et ça nous donne ici des compositions avec une grande précision. Donc, mais quand on connaît la composition, on va pouvoir mesurer l'épaisseur grâce à cette technique de RBS, de rétrodiffusion Rutherford, qui nous donne, alors vous voyez l'exemple, les paillettes égyptiennes, elles font 1,2 nanomicromètres. C'est fin. C'est vraiment très fin. Voilà. Alors, je continue. Il existe au musée du Louvre un objet qu'on a longtemps appelé le carnet de Dürer. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets, parce que, comme le dit la conservatrice, ça ne peut pas être un carnet. Ou alors, si c'est un carnet, ça ne peut pas être égyptien, parce que les Égyptiens ne connaissaient pas le codex. Donc, en fait, ça n'est pas un carnet. C'est en fait un empilement de feuilles. On pourrait presque dire c'est une réserve d'horreur, peut-être. Alors, malheureusement, il n'est ni situé ni daté, pour le moment. Ça, c'est le problème des historiens d'art ou des archéologues. Ça n'est pas notre problème. Notre problème, nous sommes des physico-chimistes, des scientifiques, qui allons donner les données sur les données physico-chimiques d'épaisseur, de composition, etc. Et c'est évidemment le partenariat, il se fait avec le conservateur, ou en l'occurrence la conservatrice de musée, qui va faire les recherches pour essayer d'améliorer la connaissance en date, en situation, etc. de ces objets ici. Alors ici, pour le moment, nous n'avons travaillé que sur des prélèvements, c'est-à-dire des tout petits morceaux coupés au coin d'une feuille, ou de deux feuilles. Mais on est en train de séparer les feuilles les unes des autres, et bientôt on pourra les faire passer directement à l'accélérateur. Donc, alors les prélèvements, bien sûr, les voilà au microscope à balayage, c'est le meilleur moyen d'essayer d'avoir une estimation de l'épaisseur. Voilà.
Ici, alors l'épaisseur, bon, au microscope à balayage, c'est jamais facile, hein, c'est des tout petits prélèvements. Alors, on a fait aussi du RBS dessus, hein, et cette fois-ci, l'épaisseur, elle est de 5 micromètres. Alors, j'ai oublié de vous parler de la composition, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, mais c'est de l'or pratiquement pur aussi, hein, avec des quantités d'argent relativement faibles. Voilà. Ici, alors, le troisième exemple, c'est une petite statuette de roi Archer. Hein. Ici, vous avez c'est une échelle en centimètres, hein, qu'on a eu la chance de voir passer aussi à l'accélérateur. Ici, il est devant l'accélérateur, ici. Hein. Et puis, on a eu aussi beaucoup de chance, il y avait des fragments d'or qui étaient tombés pendant les opérations de transport, parce qu'ils venaient du musée de Khartoum, au Soudan. Hein, à l'occasion d'une exposition au musée du Louvre sur le royaume de Méroé, qui est situé, ce royaume de Méroé, qui était entre l'an 300 avant Jésus-Christ et le 4e siècle après Jésus-Christ. On a souvent parlé du royaume des pharaons noirs, vous savez, c'est un des qualificatifs. Et donc, sa situation, c'est sur le Soudan actuel. Donc, c'est au bord du Nil et sur le Soudan. Hein. Donc, cette statuette, elle avait été transportée depuis là-bas, mais au moment des opérations de transport, il y a eu 2 parcelles d'or qui sont tombées, et nous avons eu la chance de pouvoir les avoir chez nous, le temps de mesurer la composition et l'épaisseur. Donc, voilà, alors les fragments, voilà l'épaisseur, hein, 7 microns, plus ou moins 1,5 microns. Hein, on est donc relativement épais. Hein. Alors, ça nous pose des questions, hein, sur les étapes de la fabrication de l'or. À quelle étape en étaient les Égyptiens dans la fabrication des feuilles d'or, hein. Et puis les analyses PIX, hein, vous voyez. Alors là, c'est un peu moins pur. Hein, voilà, ça fait 3% d'argent. Voilà. Et le 4e exemple, c'est l'Apollon de Lillebonne. Alors c'est un objet qui est célèbre au Louvre, parce qu'il est dans la salle des bronzes du département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Il mesure 1,92 m en hauteur, il doit peser 250 kg, quelque chose comme ça. C'est du bronze, hein, et il est doré. Et il est doré, mais peut-être qu'on verra tout à l'heure, mais si on le regarde de près, on s'aperçoit qu'on voit même les traces des surépaisseurs d'or. Donc on voit bien qu'il est doré à la feuille, et on voit même les traces des feuilles. Hein. Donc, et il est du 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ. Malheureusement, il a été fortement restauré dans les années 1950-1960, et il est très usé. Donc les épaisseurs d'or que nous pourrons en tirer, malheureusement, elles peuvent être un peu fausses ou sous-estimées par rapport aux épaisseurs vraies des feuilles qui avaient été appliquées du temps de l'Empire romain. D'accord ? Donc, mais je vous ai montré ça pour vous montrer que là, alors bien entendu, ça, il n'était plus question de le transporter devant l'accélérateur. Hein. Heureusement, il était couché à l'occasion d'une opération de travaux dans la salle des bronzes, et la conservatrice nous a tout de suite dit « Ah, il est couché, si vous voulez venir l'étudier, vous venez ». Voilà, c'est ça, c'est l'avantage d'être à côté du musée du Louvre, en contact permanent avec des conservateurs, et qui nous font confiance, et qui ont envie de nous voir travailler sur leurs objets. Hein. Donc ça, c'est le problème de la collaboration avec entre les gens des musées et les gens du laboratoire, qui est une donnée absolument fondamentale dans le travail en commun, sur ces objets. Hein. Il y a même un 3e partenaire dans la collaboration, c'est le restaurateur. Parce que le restaurateur a des yeux que n'ont ni les chercheurs, même quand ils sont plus jeunes que moi, ni les conservateurs de musée, qui eux voient l'aspect stylistique, la typologie, mais ne s'intéressent pas forcément à l'examen centimètre carré par centimètre carré de l'œuvre. Ça, c'est le restaurateur. Et si on a les 3 personnes qui travaillent ensemble, on fait un travail magnifique. Hein, et qui se font confiance, bien sûr. Hein. Donc voilà, alors ça c'est la diffraction X portable. Hein. Alors, vous voyez, qui est approchée alors, elle est équipée, cette diffraction X portable, elle est équipée d'une détection à 2 dimensions, hein, ce qu'on appelle les imaging plates, hein, qui permettent d'accéder au diagramme de diffraction. Vous reconnaissez les 2 raies de diffraction de l'or. Hein, et des diagrammes, bien sûr, non plus sous forme de diffractogramme
à une dimension, comme on a l'habitude de les voir, hein, mais sous forme de diffractogramme à 2 dimensions. C'est-à-dire qu'ici, on a d'une certaine façon accès à une certaine partie de la texture, bien sûr, puisqu'on a accès, on n'est plus dans l'espace à une dimension, mais on est dans un espace on coupe le cône de diffraction, les cônes de diffraction par un détecteur à 2 dimensions. Voilà. Alors voilà l'analyse. Hein. Alors je ne vous donne pas la composition parce que les résultats sont en cours d'exploitation. Il faut des logiciels très particuliers pour pouvoir analyser ça. On analyse une feuille avec un faisceau de rayons X qui traverse la feuille. Hein. Donc il faut corriger l'analyse. Hein. Donc, puisque avec le substrat. Hein. Le substrat, heureusement, on connaît sa composition parce qu'il a été analysé lors des opérations de restauration il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est les conclusions provisoires d'une étude en cours. Hein. Mais bon, déjà, on commence à en tirer des choses. Hein. On a toujours trouvé des épaisseurs d'or qui étaient inférieures aux estimations que nous donnaient même les restaurateurs qui ont pourtant de bons yeux. Hein. Mais eux disent, oui, bah, ça fait... Le roi Archer de Méroé, le restaurateur nous a dit « je parie pour 10 microns ». Moi, je lui ai dit « je parie pour 5 microns ». Et on a eu 7 microns. Vous voyez ? Et lui, mais l'œil surestime les épaisseurs d'or, toujours. Les coupes surestiment aussi les épaisseurs d'or pour une autre raison, c'est que quand on polit, l'or est mou et donc s'étale sur la coupe. Donc les épaisseurs sont souvent surestimées sur les coupes aussi. Il n'y a que, finalement, alors évidemment je prêche pour ma chapelle, hein, il n'y a que la rétrorediffusion Rutherford qui permet d'avoir une appréciation sûre des épaisseurs avec une très bonne précision. Voilà. Alors, bon, problème d'alliage, on voit, alors bon, on a aussi bien de l'orphin, hein, vous avez vu, on avait vraiment de l'orphin, hein, à 1% d'argent ou moins, hein, donc même aux périodes égyptiennes. Hein, donc, et alors, ça c'est, bon, alors là, il y a bon, ça c'est, excusez-moi, le PowerPoint est un petit peu ancien, et bon, il faut qu'on définisse ce que c'est que le battage. En fait, vous verrez tout à l'heure qu'il y a plusieurs étapes dans la fabrication de la feuille d'or, et on n'est sûrement pas dans l'étape ultime, celle qui va aboutir à la feuille d'or qui fait 0,2 microns. Hein, mais on est sans doute encore à une étape intermédiaire. Hein. Notre problème, c'est de savoir quand est-ce que les gens ont commencé à atteindre ces fameuses feuilles d'or de 0,1, 0,2 microns qu'on voit sur le toit des Invalides ou sur les feuilles d'or de la grille du château de Versailles. Hein. Et ça, pour le moment, on a un petit peu de mal à situer l'apparition de cette technique dans l'histoire. Et nous, ça nous intéresse, l'histoire des techniques, bien sûr. Hein. Voilà. Voilà, et bien entendu, on continue. Alors, je vais passer maintenant la parole à Evelyne Darxeretti, qui va vous... Oui, ça c'est juste pour le plaisir, pour vous dire que bientôt j'aurai celle-là à analyser. Celle qui a été trouvée dans le Rhône récemment.